Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous être fidèles sur Canal Algérie et très heureux de vous retrouver en ce début d'année 2019, premier numéro de l'année 2019 de Canal Foot. Toujours un plaisir d'être avec vous et chez vous, bien sûr, pour vous informer de tout ce qui s'est passé dans le monde du football national, bien sûr continental et bien sûr tout ce qui s'est passé ce week-end sur les stades algériens. Avec aujourd'hui au sommaire, nous reviendrons bien sûr sur quelques informations et quelques nouvelles des Verts, un petit bilan sur les Fennecs et les Verts d'Europe avant la décision bien sûr de Belmadi de choisir sa liste des 23, les 23 qui feront le voyage pour la CAN 2019. Nous parlerons également de cette première édition des États généraux du sport national qu'a organisé le ministère de la Jeunesse et des Sports sous l'égide de son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Nous parlerons également de la Coupe de la CAF et de la Ligue des champions d'Afrique et bien sûr le plus gros sera consacré à la reprise du championnat qui reprend ses droits avec la 16e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 et Mobilis Ligue 2. Comme chaque dimanche, on va retrouver toute l'équipe de Canal Algérie qui était présente sans moi, bien sûr, durant 5 semaines, à commencer par la seule dame de l'émission, Wassila Batiche. Bonne année et heureux de vous retrouver. Bonsoir. Bonsoir, Hakim. On ne s'est pas vu depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière, voilà. Des retrouvailles. Alors, vous avez fait quoi pendant... À la maison. À la maison, vous êtes reposé? Reposé, voilà, et revenu. On a bien travaillé, ça va? Très bien. Vous êtes satisfait? Tant mieux. Très bien, en tout cas, vous êtes le bienvenu. Merci. Bonne reprise. Également présent avec nous, fidèle à l'émission, Ahmed Laribi, présent comme toujours avec nous. Bonsoir Ahmed et bonne année. Bonne année Hakim, bonsoir tout le monde, bonsoir à toute l'équipe technique. Et puis tout à l'heure vous avez dit que c'est la première émission de l'année 2019 et qui coïncide avec la première journée de la phase retour. Ça c'est intéressant à souligner. Voilà, pourvu qu'il y aura autant de bons résultats. Également présent Touzi Djilali, présent avec nous ce soir. Touzi, bien le bonsoir, bonne année à vous aussi. Bonsoir Hakim, bonne année, bonsoir toute l'équipe et bonne année pour tout le monde. Et pour ce numéro de reprise de l'émission Canal Foot, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir l'entraîneur, un entraîneur étranger qui évolue en Algérie. Il est portugais. Il s'appelle Alexander Tchalo, l'entraîneur du Parado Athletic Club qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous pour ce numéro de l'émission. Monsieur Tchalo, bonne année et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonsoir, merci à vous pour votre invitation. C'est un grand plaisir et bonne année pour toute l'équipe. Bonne année à vous aussi. Et je vous donne des félicitations pour ce programme que parfois je regarde aussi. Eh ben, c'est un plaisir, merci. Donc, vous avez... Et maintenant, avec plus force. Parce que... Vous faites partie de la famille. Merci beaucoup. Merci. Alors, première question que je vais vous poser, que je vais rentrer dans le vif du sujet, comment ça se passe pour vous au Parado Athletic Club, des équipes, un des clubs qui fait sensation ces dernières années en Algérie, une académie, un grand club qui a fait sensation, qui a accédé à plusieurs reprises et dont vous avez la charge depuis l'entame de la saison. Bien sûr, c'était une question pertinente parce que c'est un club avec une philosophie très différente. Il y a plusieurs clubs. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours l'idée de formation des jeunes, de formation des hommes, aussi pour le sport, mais aussi avec une philosophie beaucoup différente des autres clubs. Et il y a la capacité de faire des joueurs pour aussi développer et pour même avec les jeunes joueurs développer une façon de jouer aussi un peu différente. Donc, la personne, M. le Président a parlé avec moi et il a pensé aussi que je suis la personne compétente pour faire cette affaire. Donc je suis avec un grand plaisir à Parado. Nous avons
c'est naturel, quelques difficultés en comparaison avec les autres clubs, mais nous sommes très forts et surtout, nous avons une projection, une idée très firme sur les choses que nous allons faire. Donc, le Paradou, c'est un club complètement différent. Mon avis, si pouvons parler, par exemple, de supporters, il n'y a pas de supporters, c'est une différence, par exemple. C'est un petit quartier, hein, le Paradou. Hein, c'est un petit quartier, mais je pense que la façon plus importante, c'est que toutes les personnes qui aiment le football, ils parlent du Paradou avec plaisir, avec une sympathie. Parfois, et je pense que c'est très important, tout le monde, même vous, que vous êtes le responsable pour l'opinion publique et pour la façon de faire, de parler du football et pour aider les personnes à regarder le football d'une façon différente. Je pense que c'est très important marquer ça, remarquer ça et donner l'exemple et donner les choses parce que parfois nous avons aussi des problèmes pour arriver notre message à la personne. C'est comme en guerre avec des armes un peu différentes parfois que nous avons l'idée. Mais nous sommes aussi une personne qui ont une philosophie pour travailler, une philosophie pour développer et une philosophie pour arriver à un point positif que c'est très important. Alors, je sais que mes collègues vont avoir beaucoup de questions à vous poser. Juste avant de les laisser vous poser quelques questions, je vais vous poser une seule question. Vous avez évolué donc à Porto durant votre jeunesse, vous avez évolué dans plusieurs clubs, hein, donc votre club, votre ville natale, hein, MRC FC, vous avez joué au FC Porto, à Villanovense, vous avez également coaché plusieurs clubs donc de Division 2 au Portugal. Comment est-ce que vous évaluez peut-être le niveau footballistique entre ce que vous avez vu ici en Algérie et ce que vous avez vécu au Portugal? C'est une question complexe, mais il faut dire d'une façon résumée. Il y a des différences, surtout dans le plan de professionnalisme. Pourquoi? Il a une exigence plus forte dans l'entraînement, il a une exigence dans le rythme de compétition, c'est un peu différent. Et je pense qu'il y a aussi la façon culturelle de regarder le football et la façon de regarder l'hygiène de vie, par exemple, c'est un peu différent. Donc, il fait un décalage un peu grand. Mais aussi, je suis très, très surprise parce qu'il y a beaucoup de qualités en Argélie. Je pense qu'Argélie... même dans le c'est Afrique, mais je pense que s'il y a une organisation, s'il y a un travail plus fort, je pense que Argélie peut arriver à un point de podium à l'Afrique. Parce qu'il y a des qualités des joueurs. Donc il faut changer quelque chose. Et la grande différence, c'est le rythme de match. Je parlais toujours de ça. Le temps utile de chaque match ici à Argélie, c'est trop bas. En comparaison en Europe, par exemple. Une fois par semaine, mieux vaut jouer 2-3 fois par semaine? Non, ce n'est pas ça. Le temps utile de chaque match, par exemple. D'accord. Parce qu'il a beaucoup d'arrêts. Beaucoup de temps d'arrêt. Ah oui, n'est pas normal. Mais en comparaison, je veux dire qu'il y a une capacité technique qu'il faut développer. C'est une question qui a né dans le joueur africain. Et c'est très, très, très joli, ça. Et donc, il faut développer ça parce que le football actuel, il y a une exigence très forte sur le plan physique aussi. Aujourd'hui, le football, c'est comme ça. Donc, il y a quelque chose qui peut... c'est la mescle entre le football européen dans le plan d'exigence physiologique, physique et de capacité de savoir qui a besoin pour être professionnel. Et les choses qui ont la qualité, qui sont innates des joueurs, des joueurs africains. Donc, si faire cette mescle, il faut arriver à un point très important. Mais le football, pour moi, je dis toujours ça, il a des terrains, il a 11 joueurs. C'est le même en tout le monde. Et donc l'ambiance parfois c'est différent. Les choses comme entour des footballs c'est différent. Mais je pense que c'est surtout l'exigence de le rythme de jeu et des rythmes physiques pour arriver au jeu. Au niveau, c'est très important. Remarquez ça. Voici la Batif.
En fait, j'ai une petite question. Monsieur Francisco Alexandre Tchalo, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, tout le monde sait que cette équipe du Paradou est une académie. Donc, tous ces joueurs, ils ont évolué dès leur jeune âge dans cette académie. Et que, pour vous, alors, quel est le petit plus, le petit chouïa, comme on dit chez nous, que monsieur Tchalo va apporter à cette équipe du Paradou? Bien, quand je suis arrivé ici, naturellement, les personnes ont parlé de quelle est l'histoire de Paradou. Donc moi, comme professionnel, il faut étudier bien les choses. Une chose, c'est les personnes qui nous parlent, une chose, c'est les choses que je regarde. Et il y a, pour donner le plus, il y a une chose, par exemple, que nous sommes différents. Regarde le marché, décembre, janvier. Quelle est l'équipe qui n'est pas contratée quelques joueurs, par exemple. Pourquoi? N'est pas pour que le coach a demandé, n'est pas pour que le président a demandé, parce qu'il y a une philosophie de formation. Et nous sommes, comme je peux dire, nous sommes conscients de ça. N'est pas de l'offre et de la demande. Non. Nous sommes conscients de ça et nous avons la conscience pour faire bien les choses. Le plus important, il y a une chose qu'il faut donner dans la philosophie d'académie, mon avis, c'est qu'il y a les choses qui sont sympathiques pour le foot, les choses qui sont sympathiques pour garder l'image du football. Mais il y a une chose qu'il faut dire que gagner, on n'est pas gagné. Et pour donner parfois, pour élever un niveau, il faut, je pense que nous sommes à donner ça, une plus agressivité dans les matchs. Je pense que les choses plus importantes, c'est chercher les choses très très bonnes que l'académie fait, parce que c'est un travail incroyable. C'est un travail incroyable. Et c'est possible seulement avec la personne, le chef, le patron de Paradou, parce qu'ils ont une philosophie propre et qui donne cette idée et qui laisse faire cette idée. Parce que ce n'est pas possible dans cette, entre parenthèses, cet romantisme dans le football algérien n'est pas possible s'il n'y a pas les personnes qu'il faut. Donc le problème, c'est arriver à un point que les façons de jouer avec les qualités jolies, d'image jolie, la photo jolie, il faut donner un peu les choses comme le contexte des championnats algériens. Parce que vous remarquez, nous sommes à gagner d'une façon différente, mais il y a des choses qui s'appellent le contexte compétitif. Et donc, l'agressivité, un peu l'agressivité des jeunes joueurs qu'il faut faire d'une façon différente, s'il apporte à sa façon technicien de jouer, il les donne un peu, je pense que nous sommes arrivés à un point plus compétitif. Et il y a une autre chose, c'est moi, le coach, n'est pas le Paradou, mais c'est une demande que je fais à la personne. Et à vous, s'il vous plaît. Parce que vous pouvez aider. C'est pour ça que je viens ici. C'est avant tout ça. C'est l'objectif. Paradou, il veut gagner aussi. Donc pas. Les personnes ne peuvent pas penser que Paradou, il a le championnat seulement pour donner une bonne image au championnat. Il veut gagner comme les autres clubs. Il peut gagner comme les autres clubs. Il a besoin de gagner comme les autres clubs. Du moment où il joue les premiers. Même sans le supporter que les autres clubs. Parce que nous sommes les hommes professionnels qui nous gagnent la vie. Il y a des jeunes joueurs qui veulent arriver à la vie de joueurs. Donc, je pense que c'est très important de ne pas donner seulement les mots sympathiques à Paradou et ne pas faire quelque chose pour Paradou pour compléter cette image et cette philosophie. Alors, on va défiler déjà l'émission aussi, la Baticha. On va avancer un petit peu avant de vous revenir vers vous, hein, messieurs, pour poser les questions donc, à notre invité du jour, monsieur Tchalo, on rappelle l'entraîneur du Paradou Athletic Club. On arrive à la rubrique incontournable aussi là, pour défiler juste avant de revenir pour parler avec monsieur Tchalo sur cette équipe du Paradou. Donc, notre rubrique incontournable, vous l'avez sûrement deviné, c'est Allez les Verts. Ça sera juste après le jingle avec beaucoup d'informations. On va faire très très vite parce que Mortal Hamani a un petit chrono ce soir. Donc, Allez les Verts avec Hakim Kshroud.
donc, ce soir, nous allons faire un petit peu le tour d'Europe. Et un petit peu du monde entier aussi, avec nos représentants, nos professionnels à l'étranger. Hakim, on commence par Islam Slimani. Et oui, donc vous avez déjà eu l'occasion de peut-être de faire un petit bilan sur le championnat national. On va faire un petit bilan, messieurs. Touzi Djilali, Ahmed Laribi avec les Verts d'Europe a commencé donc déjà par le Islam Slimani, donc joueur local qui a évolué, qui a fait le bonheur des clubs algériens et de l'équipe nationale, avant d'aller voir un petit peu de l'autre côté de la Méditerranée ce qui se passe aujourd'hui, donc sous forme de prêt en Turquie, pour retrouver du temps de jeu, mais et de l'efficacité. L'attaquant de Leicester City en méforme devrait retrouver de la confiance et une efficacité digne de son statut. Malheureusement, Islam Slimani, même si pour l'instant sa place n'est pas encore compromise en équipe nationale, ça reste quand même un fer de lance pour l'entraîneur Djamel Belmadi. Touzi Djilali. Oui, Hakim, je pense que Islam Slimani se trouve dans une situation délicate où il ne joue pas avec son club l'a mis en vente, donc je pense qu'il est dans une situation un peu inconfortable. Donc il est très très impératif pour lui qu'il retrouve un club preneur et parce que c'est très important de jouer à 5 ou 6 mois de la CAN. Sa place peut être discutable par rapport, oui, parce que même l'entraîneur national il insiste à ce que les joueurs soient compétitifs pour qu'ils soient sélectionnés. Donc il est très urgent et judiciaire pour lui de trouver un club preneur dans les plus brefs délais. Alors, Monsieur Tchalo, nous, on a l'habitude de poser la question à nos consultants sur le Riyad Mahrez national. Riyad Mahrez, pour sa part, ça se passe très bien pour lui avec Leicester City, avec Pep Guardiola. Pour l'instant, même s'il n'a pas énormément de temps de jeu, il a joué 28 matchs dans 16 fois en tant que titulaire, mais surtout avec 7 buts, 6 passes décisives. Mahrez reste peut-être l'un des plus performants actuellement de l'équipe nationale évoluant à l'étranger. Ah oui, c'est naturel. Quand un joueur il a des soucis, il a réussi dans son compétition, il est toujours plus prêt pour arriver à la compétition. Et l'équipe nationale, je m'excuse parce que Slimani, c'est un joueur qui a évolué donc, à Sporting du Portugal avec un entraîneur, mon ami, Jorge Jesus, qui va contrater pour Al Hilal dans l'Arabie. Slimani, c'est un joueur qui, la façon morphologie de lui-même et même la façon de jouer, et c'est très important la compétition parce qu'il est beaucoup physique, donc je pense que c'est très important. Mais le joueur, c'est ça que c'est le succès aussi de la sélection de l'équipe nationale. C'est très important la performance dans ce club. C'est très important. Parfois la motivation de ce club, il faut faire le réussir. Il va donner le succès aussi le sélectionnateur d'équipe nationale pour faire son option, et c'est naturel parce qu'il y a des joueurs qui maintenant et heureusement d'Argélie qui vont dans l'extérieur et ils ont du succès. Brahimi par exemple, c'est notre exemple. Un des chouchous également qui sort du Parado, Attal, c'est très Sabiani également. Oui, c'est très important. Donc, je pense que c'est ça qui peut faire l'avenir de l'équipe nationale. Autre joueur, mais également qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, Ahmed Laribi. Donc, on va revenir vers Oussama Darfellou également. Lui, il a fait le bonheur du football national. Malheureusement, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Il a été titularisé seulement 11 fois. L'ex-attaquant de l'USMA a exactement les mêmes stats que Ishaq Belfodil. Oui, vous savez, quand on parle de la compétition dans le très haut niveau, c'est très important. Monsieur Tchalo en a parlé tout à l'heure. C'est vrai, quand un joueur professionnel ne joue pas, ça devient un fardeau pour le club. Ça devient une gêne, ça dérange. Puis tout ce qu'on espère, ce qu'on souhaite, c'est que Slimani retrouve vivement la compétition. Parce que Djali a parlé de la Coupe d'Afrique prochaine. On a besoin de gens compétitifs qui ont des matchs dans les jambes. Ça, c'est très important à souligner. Puis c'est comme ça. Je pense qu'à un moment donné, Leicester voulait le récupérer. Mais je pense qu'il peut être récupéré. Il est récupérable, mais tout dépendra des négociations aussi. Allez, donc également, Ishaq Belfodil, là je viens d'en parler, donc lui aussi 5 buts, 2 passes décisives, 11 titularisations Touzi Djilali, 19 matchs joués. Donc le pensionnaire d'Offenheim semble trouver petit à petit ses marques. Oui, Hakim, c'est un joueur pétri de qualité sur le plan technique, mais c'est un joueur qui
qui est irrégulier dans ses performances. Parfois, il vous fait un match de haut niveau, parfois il passe à côté. Donc je pense que c'est un problème de régularité dans la performance pour ce joueur. Autre joueur, autre club que vous connaissez, Brahimi avec le FC Porto, vous en avez parlé il y a quelques secondes. Brahimi également, qui revient quand même, il a été très régulier, il a marqué des buts, il a donné des passes, il a été régulier avec le FC Porto, mais pour certains, il est temps qu'il parte du FC Porto, qu'il aille voir ailleurs. Il y a l'Olympique de Marseille qui veut le récupérer. Oui, Brahimi, c'est un exemple de la patience. La première année qu'il est arrivé au Porto, il a eu très difficultés pour s'imposer. Beaucoup de difficultés avec même l'entraîneur. Il a des graves problèmes. Mais après, l'année passée, il a commencé à développer son jeu. C'est très intéressant. Je pense que c'est un joueur, qu'on peut dire, naturalité, mentalité. C'était un joueur qui peut faire la différence en quelques moments. Je sais aussi, j'ai remarqué qu'il joue d'une façon un peu différente ici dans l'équipe nationale. N'est pas regardé les Brahimi du Porto, pas encore. Je pense qu'il est un peu loin du niveau de Porto, mais c'est un joueur qui est en performance incroyable et surtout il a développé son exigence défensive. Maintenant dans la récupération du ballon, parce qu'avant il défendait pas, mais maintenant il y a aussi, surtout dans le plan tactique, il y a une intervention plus importante dans son jeu. Mais le plus important c'est la différence. Il faut faire la différence d'une façon. Et je pense que c'est un joueur très important pour l'équipe nationale, à mon avis. Alors, je reste avec vous. Un joueur que vous connaissez ou peut-être que vous avez entendu parler, qui sort du Parado Athletic Club, Youssef Attal, qui est également en compagnie de Riyad Mahrez dans le 11 type africain de l'année 2018, qui fait sensation en France, même s'il n'a pas beaucoup de temps de jeu. 11 matchs, 11 titularisations seulement. Avec toute la justice. C'est un joueur, je pense que... je parle un peu pour mes joueurs aussi. Ils sont là, oui. C'est cette camarade, oui. Et ils nous regardent. Il y a la capacité physique, il y a la capacité technique, il y a surtout la capacité mentale. Il n'y a pas l'Ossif qui vous fait penser un petit peu à lui? L'Ossif, il est aussi, c'est très... je pense que c'est très professionnel. Il vaut aussi, il regarde son qualité, mais il regarde son façon de travailler pour développer ses qualités. La capacité mentale, c'est très important. Aftal, c'était un joueur qui donnait à fond. J'ai aussi beaucoup d'informations. Quand il est arrivé à France avec beaucoup de difficultés, mais 15 jours, 3 semaines après, il s'est adapté pour casquer. Il a pensé une chose très importante. Si les autres en courir à 10 km/h, je veux courir avant. Et je suis là en premier. Je veux arriver en premier. Donc, c'est ça un peu. C'est une comparaison métaphorique d'une chose plus amusante, mais c'est la chose. Et parfois, il y a des joueurs qui pensent que demain, c'est même demain. Et non, demain, c'est maintenant. Et dans les football, parfois, le moment peut faire la différence. Et il fait sa différence avec toute la justice. Je pense que c'est très en arrière, très actuel. Dans les football, très actuel, parce qu'il défend, il attaque, il a des capacités, il peut jouer à la gauche, il peut jouer à droite. Polyvalent. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire l'importance. Et je pense que c'est un joueur dans le monde africain, mais n'est pas seulement dans le monde africain, c'est un joueur très actuel. Très actuel. Allez, on va finir très rapidement avec vous. Je viens de parler donc de ce 11 type, Touzi Djilali, Ahmed Laribi, le 11 type africain de l'année 2018 où on retrouve donc Youssef Attal et Riyad Mahrez en compagnie de Onana, donc le Camerounais, de Koulibaly, de Dacosta, de Hakimi, de Ndidi, Partey, Ziyech, donc Mohamed Salah, l'Égyptien, et également Mané. C'est tout bon pour ces deux joueurs sur lesquels compte énormément également le sélectionneur national, l'entraîneur national, Djamel Belmadi, Ahmed Laribi. Oui, c'est une véritable distinction de se retrouver parmi les meilleurs, parmi ce 11. C'est intéressant, ça prouve qu'il y a de la qualité, il y a d'abord la générosité dans l'effort, et puis c'est très intéressant. Touzi? Oui, Hakimi, ils sont nominés de par leur performance. Actuellement, je pense qu'ils sont en pleine progression, donc je pense que c'est mérité par rapport à ces deux joueurs. Attal confirme de jour en jour qu'il est en
nette progression et ce n'est pas pour rien qu'il est nominé dans l'équipe type de la phase allée du championnat français. Donc c'est très important pour ce jeune joueur qui ne cesse de progresser. Il lui reste encore une très importante marge de progression et il peut aller de l'avant et je pense qu'un meilleur avenir l'attend. Et messieurs, on bascule à notre compétition, continentale avec nos 3 représentants dans 2 différentes compétitions, la Ligue des Champions et la Coupe d'Afrique des clubs de la Coupe de la Confédération africaine. Donc, Hakim, ce soir, nous allons donner exactement les dates des prochaines rencontres de nos représentants. Exactement, donc nous allons parler donc du CS Constantine de la GS Saoura en Ligue des Champions et le Nasser Hussein-Dey, seul rescapé qui va jouer le 16e de finale bis de la Coupe de la Confédération africaine. On va voir tout ça juste après le jingle. Allez, Touzi Djilali, Ahmed Laribi, donc on va venir donc à ces compétitions donc africaines, à commencer par le CS Constantine et la GS Saoura qui auront des déplacements assez compliqués le 11 de ce mois de janvier pour le CS Constantine du côté de Tunis pour y affronter le club africain pour le CS Constantine et puis bien sûr la GS Saoura qui aura un long voyage du côté de la Tanzanie pour affronter l'équipe de Samba, ce sera le samedi 12. Je commence par vous, Touzi Djilali. Oui, Hakim, je pense que les choses sérieuses commencent maintenant. La phase de poule, ce n'est pas comme les éliminatoires, les tours préliminaires. Je pense que c'est les meilleures équipes sur le continent qui sont présentes. Et surtout dans le groupe de CSC, on retrouve une équipe tunisienne, le club africain. Donc, et savons que nous avons toujours des problèmes avec nos voisins, que ce soit marocains ou des difficultés plutôt, que ce soit nos voisins marocains ou tunisiens, ça va pas être facile, mais je pense qu'ils ont fait un bon recrutement durant le mercato. Le CSC a toutes ses chances pour pouvoir se qualifier. Pour la Saoura, je pense que ça sera plus compliqué parce qu'il y a des équipes aussi qui ont de l'expérience sur le. Ils ont de l'expérience sur le plan africain, continental. Donc ça sera difficile et ma foi, moi je pense que l'équipe de Saoura n'a pas l'effectif riche ou l'effectif de joueurs de qualité et d'expérience pour qu'ils peuvent faire de bons résultats. Je pense que ça sera difficile pour la Saoura. Ahmed Laribi, on dit toujours également que jouer les matchs à l'extérieur, les matchs à l'extérieur, les matchs retour à domicile, c'est peut-être un petit avantage, à condition de ne pas trop encaisser. Oui, ça peut être un petit avantage, mais ça peut être aussi un désavantage, parce que si on doit parler du CSC et de la GS Saoura, ce sont 2 équipes qui sont d'abord, on peut dire, qui sont dans la cour des grands, parce qu'il y a de la qualité dans les différents clubs qui vont affronter. Il suffit tout simplement d'être très fort mentalement, il faut être vraiment très costaud, sortir d'abord le grand jeu, et puis avoir une maîtrise technico-tactique, parce que vous allez affronter des Africains qui ne vont pas se laisser faire. Ça va être de l'agressivité, de la dualité. Donc il faut être vraiment très très fort. Et ça sera un mini-championnat. On rappelle que les matchs allés se joueront donc le 11 et le 12 pour le CS Constantine et la GS Saoura. Et les matchs retour pour le CS Constantine, ce sera le 19 janvier. Pour la GS Saoura, ce sera le 18 janvier à Béchar. Idem pour le Nasser Hussein-Dey qui, lui, va devoir aller du côté de la Tunisie pour affronter l'équipe libyenne de l'Ahli de Benrazi. Et une bonne opération également pour l'entraîneur Lasset et CKP pour essayer d'aller décrocher cette place pour la phase de poule de cette coupe de la Confédération. Oui, Hakim, je pense que pour ce qui est du tirage au sort de Nasseria, ils ont peut-être l'avantage de jouer le match retour à domicile. Et ils sont tombés sur une équipe peut-être moins compétitive que le NED. Je pense que cette équipe a les moyens. Peut-être le seul inconvénient, c'est que peut-être la succession de matchs, les matchs à répétition vont avoir leur répercussion sur le plan physique, mais je pense qu'ils ont les joueurs et ils ont tous les moyens d'être qualifiés, de se qualifier, d'autant plus qu'ils jouent le match retour à domicile. Allez, juste avant de passer aux états généraux, je reviens vers vous, Monsieur Tchalo. Vous connaissez ces 3 clubs, le CS Constantine, la GS Saoura et le Nasser Hussein-Dey. À votre avis, ces 3 clubs algériens ont-ils la possibilité pour cette édition de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF d'aller peut-être chercher un trophée pour le football national?
vous qui les connaissez? Et ce sont des preuves complètement différentes, des preuves courtes. Donc, je pense que le premier match peut faire la différence à l'extérieur. À l'extérieur, parce que après, pour donner une motivation, il y a des moments. Donc, n'est pas mon avis aussi. Je ne peux pas parler d'une façon techniquement, surtout. Je pense qu'il n'est pas sympathique, n'est pas gentil il n'est pas mon rôle. Parler de s'il y a l'équipe plus préparée qu'autre pour arriver à un point de la coupe, mais je pense toujours que les coupes et les preuves comme ça, c'est une opportunité. Donc, parfois, les joueurs plus faibles font de la faiblesse force. Donc, il faut arriver à un point. Donc, c'est difficile. Je pense que les matchs extérieurs sont toujours un point d'interrogation. Mais il faut faire la différence, je pense, dans le résultat final. Comme l'équipe qui va faire les matchs extérieurs mieux, je pense qu'il y a plus de possibilités après. Il faut ramener des points de l'extérieur. Exactement. Et on dit souvent que le sport n'est pas une science exacte, tout est faisable, tout est possible. Exactement. Exactement. Allez, juste, voilà donc pour passer à autre chose, on va parler, Stoul me dit que c'est pas du sport, c'est du football, oui, mais c'est du sport quand même, ça reste du sport. Allez, donc on va passer donc à cette première édition des États généraux sur le sport qui a été organisée sous l'égide de son Excellence le Président de la République et organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ça s'est passé à la SAFEX Wassila Batiche et où c'est une première, c'est une nouveauté, donc où on a parlé donc des États et de l'état du sport national, mais également un peu spécialement du football. C'est ce qui nous intéresse, nous, dans l'émission Canal Foot. Voilà, donc tout d'abord, c'est une très très bonne initiative. Hein. Alors, première édition, vous l'avez dit tout à l'heure, la première édition des États généraux du sport. Donc, elle a connu alors la présence de 8 ministres. Hein. Donc, je citerai le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de la Santé et de la Population et de la Réforme hospitalière, ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel, ministère des Affaires religieuses et des Waqf et ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. Donc, vous voyez que c'est très très important, un thème très très important où il y a eu des recommandations et ce soir, M. Selmi, représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports, nous a un petit peu ramené, on a pratiquement synthétisé les recommandations durant ces 3 journées qui sont déroulées du 3 au 5 janvier à la salle, la salle de la SAFEX, voilà, là, au pavillon central où il y a eu vraiment beaucoup de monde. Donc, juste avant, on va écouter d'abord Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, juste avant de vous donner les recommandations qui ont été tirées et sorties de ces 3 journées donc d'exposition à la SAFEX. مما يتطلب تجنيد الجميع لتوفير الظروف والمحيط الملائم لنمو الرياضة وتطويرها. يضاف إلى ذلك غياب الثقافة الرياضية وتعميم الرياضة للجميع وهو ما يضعه في وضعية صعبة. إن مثل هذا الوضع يستدعي ضرورة إحداث التغييرات اللازمة وهو ما يمثل امتدادا لما يوليه للشباب والرياضة من الاهتمام الخاص والمتابعة الدائمة وما يخصصه لهذا القطاع على مدار السلطات العليا للبلاد لترقية الشباب وتطوير الممارسة الرياضية وضمان المساواة في ممارستها عبر ربوع وطننا من جهة وتنمية هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي من جهة أخرى. Voilà donc pour ce qui était de l'allocution de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, donc en ouverture de ces 3 journées de travaux et donc ce qui a attiré l'attention, surtout pour ce qui concerne le football, avec les stands de la Fédération algérienne de football et de la Ligue professionnelle de football, où on a beaucoup casé le travail et la sensibilisation sur la violence dans les stades, sur la formation des jeunes, la préparation des équipes nationales, la préparation des jeunes athlètes, et où, on le disait tout à l'heure, aujourd'hui le ministère vient de nous transmettre certaines
recommandations qui ont été tirées de ces 3 journées de travaux? Voilà, donc c'était pratiquement les 6 thèmes. Il y a eu plusieurs ateliers. Hakim, je citerai qu'il y avait des participants au titre de structures sportives nationales, le comité olympique algérien, le Fonds national de la promotion des initiatives et de la jeunesse et des pratiques sportives. C'est important, c'est tout le monde est concerné. Le Centre national de la médecine sportive, la Fédération algérienne des sports pour tous, Fédération algérienne de sport et travail, et la Commission nationale antidopage, et un grand nombre de confrères des médias étaient présents pour couvrir cet événement. Donc Hakim, on revient aux 6 recommandations de ces états généraux du sport. Donc tout d'abord l'application des dispositions de la loi 1305 correspondant au 23 juillet 2013. Donc c'est l'expérience sur le professionnalisme, les infrastructures, la formation et la prise en charge des jeunes talents, le renouvellement de l'élite et la violence dans nos enceintes sportives. Donc c'était le premier thème, le thème le plus important, la nécessité de trouver d'autres sources de financement autres que la subvention de l'État pour financer le mouvement sportif national, les nouvelles formes de gestion des grands complexes sportifs autres que celles qui existent actuellement. On parle des OPOV, des grandes salles de sport. Et aussi au terme de ces travaux, il y a eu des recommandations qui ont été proposées au titre des 2 axes cités, surtout le professionnalisme, donc sport et santé, infrastructure, je l'ai dit tout à l'heure, sportive, jeunes talents élite, droit et financement du sport, le professionnalisme, hein, c'est professionnalisation du sport, promotion du fair play, que tout le monde est d'accord sur ça, et lutte contre la violence dans les enceintes sportives. Donc voilà, c'était un petit peu le résumé de ces 2 journées de travail. Il y a eu des ateliers. On aura l'occasion, je pense, de développer tout ça demain avec Mokhtar Hamani lors de son émission 52 chrono. Voilà donc pour ce qui était de cette première partie de l'émission consacrée aux équipes nationales, un petit peu aux compétitions continentales et de ce qui s'est fait lors de ce week-end en dehors du football, puisqu'on arrive maintenant à la partie qui vous intéresse surtout, chers amis téléspectateurs et bien sûr amis puristes du football et de la balle ronde, où on va parler technique, on va parler championnat avec la reprise du championnat d'Algérie. Voici la Batiche. Ça sera juste après le jingle, mais donc en Ligue 1 avec, bien sûr c'est le retour, hein. C'est le retour, la reprise avec la 16e journée et la première journée de la phase retour. Donc, il y a eu 14 buts enregistrés lors de cette compétition. Moi, je compte tout le temps, Hakim. Alors, nous allons voir tout ça après le jingle avec toute l'équipe de Canal Foot. Allez messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet, on va démarrer rapidement puisque cette 16e journée s'est jouée sur 2 jours, vendredi et samedi. On va commencer avec vous, Touzi Djilali, avec ce premier match qui avait opposé le Nasr Hussein Dey au CS Constantine, le champion en titre sortant, avec la victoire du CSC grâce à un seul but, signé à Abid, 74e minute de jeu, c'était vendredi. Oui, Hakim, je pense que c'était un match entre 2 équipes qualifiées en compétition africaine. Et il ne faut pas oublier que ces 2 équipes n'ont pas eu un temps d'arrêt, n'ont pas eu de repos. Donc, ces 2 équipes qui ont eu des matchs à succession, à répétition. Je pense que sur le plan physique, il y avait plus de fraîcheur physique du côté du CSC. Et ils ont des joueurs beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus un effectif riche par rapport aux jeunes joueurs du net. Et je pense aussi une chose très importante qu'il faudra signaler, c'est que depuis l'arrivée du nouvel entraîneur du CSC, cette équipe a enchaîné pas moins de 4 victoires successives. Donc ils sont sur une bonne dynamique de victoire et la différence elle a été faite sur ce plan-là. Allez, deuxième rencontre, l'AS Ain Lila qui recevait le Chabab Veladi de Belouizdad et là, Ahmed Laribi, le CRB qui a laissé passer 2 points lors de cette rencontre. Oui, c'est vrai, pour ce match, après les 2 matchs de qualification qu'a obtenu le CRB, tout le monde a pensé que le CRB allait gagner ce match face à l'équipe de Al Milan. Ça n'a pas été le cas. Dommage parce que le CRB a dominé les débats. Le CRB a tenu jusqu'à, je pense, à la 85e minute. Et puis suite à, je dirais tout simplement, une bourde de Cédric qui a permis à Al Milan d'égaliser, je dirais tout simplement que le CRB a perdu 2 points
parce qu'il y a des matchs très importants qui vont venir. Il va y avoir prochainement un match derby contre l'équipe de M. Chalot, contre le Paradou. Ça va être très compliqué, parce que connaissant le jeu de cette équipe de Paradou, qui a été toujours très joueuse, ça va être très compliqué. Je pense que le CRB doit revoir sa copie, et au niveau de la ligne offensive, il y a des manques qu'il faut pourvoir. Allez, on va rappeler les buteurs de cette rencontre pour le Chababri Hadid Belouizdad. C'était Bichot, 31e minute, et l'égalisation de Tiaïba, 84e minute de jeu. Troisième rencontre, le Cap de Borj Bouarerech qui cartonne 3-1 Touzi Djilali face au MC Oran grâce à Zied, 12e, Zerara, 79e sur Pernati, Derouesh, 89e. Le MC Oran a réduit la marque grâce à Chiban, 42e. Oui, cette équipe de Borj avait l'opportunité de gagner des 3 points, surtout ils sont mal en point au championnat et ils avaient besoin de 2 points. Donc ce qui est important aussi de signaler, c'est que maintenant que le coach Dziri commence à connaître son effectif, commence à connaître ses joueurs. Ses marques, hein. Oui, je pense que cette mini-trêve a permis à cet entraîneur de faire, de connaître mieux ses joueurs. Je pense qu'il a su comment booster ses joueurs, il a su comment adapter sa stratégie par rapport à son effectif, par rapport aux joueurs qu'il a sous la main. Je pense que c'est une victoire méritée par rapport à ce qu'ils ont produit comme jeu. Ils ont dominé pratiquement toute la rencontre. Cette équipe du MCO, elle alterne le bon et le moins bon. Cette équipe, il y a toujours cette instabilité dans le résultat, donc ce qui perturbe cette équipe du MCO. Je crois qu'il y a une fragilité quelque part. La victoire du Kaba est méritée par rapport à ce qu'ils ont produit comme jeu. Et victoire donc du Cap de Borj Bouarerech, 3-1 face au MCO. Allez, dernière rencontre pour ce bloc, Ahmed Laribi, le Mob de Béjaïa qui, tenu en échec à domicile par l'Olympique de Médéa, une équipe qui voyage bien. Bouldieb avait marqué pour le Mob à la 80e minute de jeu, mais c'était Médéa qui avait ouvert la marque à la 71e minute de jeu. Oui, tout à fait, Hakim. On avait pensé que le Mob Béjaïa allait quelque part renouer avec les victoires. Ça n'a pas été le cas. En face, il y a une équipe très bien organisée avec un bloc équipe qui était basé très bas. Ça a compliqué un petit peu l'animation offensive de cette équipe de Mobedjaya, mais d'après les dernières déclarations, il y a un malaise dans cette équipe de Mobedjaya. Il y a l'instabilité d'abord de l'effectif, le recrutement a été souvent dénoncé, et puis le recrutement n'a pas été fait à la hauteur de ce grand club. Je pense que les matchs à venir vont être vraiment très compliqués pour le Mobedjaya. Je dirais tout simplement que le Mobedjaya, lors de son prochain déplacement, n'a pas intérêt à perdre. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont un déplacement assez compliqué le week-end prochain, puisque le Mob ira du côté de la GS Kabylie. Le big derby de cette 17e journée, ce sera GS Kabylie, Mob de Béjaïa. Allez, sans trop nous attarder, nous allons continuer à avancer dans cette émission pour vous proposer le prochain match qu'on va suivre en compagnie de notre ami et collègue de la station régionale de Constantine, Smaïd Ben Khaïdia. La rencontre qui a opposé le Difaa Tajnant à l'USMA d'Alger avec une victoire du Difaa Tajnant sur le score d'1-0 grâce à Aïb, 23e minute de jeu. Sous une pluie battante et un froid glacial, le Difaa de Tajnant recevait le leader dans un match où il ne fallait pas perdre le moindre point. La venue des supporters de l'USMA d'Alger aura été l'attraction puisqu'ils ont bravé le froid et la pluie. 24e minute de jeu, ce coup de tête de Aïb permet au poulain de Bourrara de prendre l'avantage grâce à ce coup franc et à cette série de coups de tête. Aïb trouve le chemin défilé et une grande contestation de la part des joueurs de l'USMA qui ont réclamé un hors-jeu, mais cela n'altère en rien la joie des Tajnanti. Le Difaa aurait pu corser l'addition et une petite réaction de Benrit avant la fin de la première mi-temps. C'est tout ce qu'on notera dans cette première manche. En seconde période, l'USMA d'Alger tentera de revenir au score alors que le Difaa de Tajnant a eu plusieurs occasions de corser encore une fois l'addition, comme cette passe de Bensaha pour Attouch. Le DRBT prend une bouffée d'oxygène alors que le leader perd 3 points et doit revoir sa copie.
Allez, tout de suite, on passe également aux 3 dernières rencontres qui se sont disputées lors de ce week-end, à commencer donc par cette 6e confrontation, plutôt ce 6e match qui a vu l'opposition entre la GS Saoura et la GS Kabylie. Et la Saoura, qui est bien sûr intraitable à domicile, a été tenue en échec 1-0 par la GS Kabylie grâce à Fiston 52e Touzi Djilali. Oui, je pense, Hakim, que la défaite en Coupe d'Algérie allait laisser des séquelles au niveau de cette équipe. Heureusement qu'il y a eu une prise de conscience, il y a un travail très important sur le plan mental qui a été fait, sur le plan psychologique. Donc cette équipe démontre que cette équipe de la GSK a du caractère, malgré la jeunesse de son effectif. C'est pas facile de ramener 3 points de Béchar. Donc ça a été fait, ça démontre que cette équipe y croit toujours, elle ne lâche rien. Cette mini-trêve a été très bénéfique sur par rapport au rendement de cette équipe. Je pense qu'il jeune, hein, il faut le rappeler, hein, mais jeune. Qui a du caractère, de la détermination. C'est un groupe soudé, solidaire, très solide. Donc avec ils ont démontré. Ouais, il faut le rappeler. Oui, et il ne faut pas oublier aussi que la GSK, lors de la phase aller, elle a gagné 2 matchs à l'extérieur contre 2 grands tonnerres de la nationale, de la Ligue 1. À Sétif, ils ont gagné. Contre le Mouloudia, à Boulourine, ils ont gagné. Donc c'est une équipe qui carbure bien à l'extérieur. Cette équipe de Saoura, je pense qu'il y a ce phénomène de décompression. Ils n'arrivent pas encore à décompresser de leur qualification en Coupe africaine. Ils ont peut-être la tête en Ligue des Champions. Je pense que c'est ça le véritable problème au niveau de cette équipe de la Saoura. Allez, la 7e rencontre qu'on vous propose, c'est l'USM Belabès qui recevait l'entente de Sétif. Et là encore, un grand ogre qui tombe, c'est l'entente de Sétif où rien ne va plus. C'est grâce à Ben Ayed, 22e et 44e. Belabès qui s'impose 2-0, Touza Ahmed Laribi. Oui, c'est un match qui s'avérait vraiment très difficile pour Belabès. Je pense que Belabès a eu du caractère parce qu'elle a gagné amplement. Quand on voit les 2 buts marqués par Ben Ayed, moi je pense que le comportement défensif a failli à sa tâche. Là on voit Ben Ayed qui se déjoue de toute la défense et qui marque un but. C'est, on dirait, un match d'application de l'entraînement. Et puis l'entente de Sétif, d'après les échos qu'on a eus, c'était une équipe qui a un malaise au niveau de l'administration. Tous les cadres de l'équipe boudent l'entraînement, ne veulent pas s'entraîner. Puis les matchs à venir vont être très compliqués pour l'entente Sétif s'ils écrits n'arrivent pas à trouver la bonne mayonnaise. Et voilà donc défaite des Black Eagles, hein, sétifiens face à Belabès sur le score de 2-0. Dernière rencontre qui s'est disputée hier en soirée, 17h45. Je reviens vers vous, Monsieur Tchalo. Je vous laisse le soin de nous la commenter, cette rencontre. Le Paradou Athletic Club qui recevait le Mouloudia d'Alger. Défaite du Paradou sur le score d'1-0 grâce à Mebarako, 44e. Qu'est-ce que vous pensez de votre match hier? Bien, je pense que Mouloudia a commencé un peu mieux, 10-15 minutes un peu plus fort. A commencé, ballon arrête, beaucoup de pression. Après les 15 minutes, Paradou a fait son jeu, a commencé à faire son jeu, a commencé à faire le remplacement plus parfait. Et surtout, la façon de récupération du ballon a été plus haut, commencé à conditionner complètement la façon de jouer de Mouloudia. Et ont profité des quelques opportunités, 3. Une n'est pas passée ici dans les images, mais c'est très clair. Et il y a aussi 2 grands ratés de Neji. Oui, mais on a une 3e dans les replays, mais ça c'est suffisant. Et malheureusement, Paradou, et je pense que contre la courant de jeu, a marqué Mouloudia dans les dernières minutes, manque d'intention, et a marqué. Donc après la reprise, je pense qu'il y a seulement une équipe qui a à faire pour tout pour gagner les matchs. Et je pense que je ne peux pas parler malheureusement par vous, mais je ne peux parler comme un commentateur. Il faut parler comme l'entraîneur de Paradou. Et je veux dire honnêtement, je ne suis pas content aussi aujourd'hui seulement pour les résultats. Parce que dans l'exhibition, dans les plans exhibitionnels, je pense que mon équipe a fait un match très formal, très intéressant de point de vue
vue physique, technique, tactique, même du point de vue mental, parce qu'il n'est pas facile de jouer avec une équipe avec Mouloudia, il y avait une capacité de faire une pression et même d'obliger l'équipe adversaire à seulement défendre le deuxième mi-temps. Mon avis, c'est que il y a des matchs qui on perd, mais on peut gagner beaucoup dans l'avenir, dans le futur. Et je pense que cette match, en comparaison, je vous donne cette comparaison très rapide. J'ai égalisé, j'ai fait un nul et en 5 juillet la phase d'aller. Comme coach, je suis plus content, même perdre. Hier, avec mon équipe. Quand il y a la qualité. Et la qualité. Ahmed Laribi, très rapidement, on a commenté le match hier ensemble, très rapidement, excellent match, très beau match. Malheureusement, le nul n'aurait pas été démérité par le Paradou. Oui, on avait commenté vous et moi hier, et puis juste une petite remarque concernant M. Tchalo. On a remarqué que vous avez démarré la rencontre avec un dispositif de base en 4-4-2, et en deuxième temps, vous avez changé, vous avez utilisé un 4-3-3. Et je pense que c'est un peu ça. Et puis, ce qui est vraiment surprenant dans votre équipe, M. Tchalo, c'est qu'en deuxième période, on a vu que cette équipe avait la même mise dans le jeu. Vous avez produit du jeu, ça c'est intéressant pour l'entraîneur. Et puis, dommage, vu ce que vous avez produit comme jeu, comme animation offensive, comme possession de balle, c'est vraiment intéressant dans le football du haut niveau. Et puis, si on voit la fin de la deuxième mi-temps, je pense qu'un nul aurait été plus équitable. Touzi. Par rapport au match, moi je pense que sincèrement, cette équipe du Paradou n'est plus à présenter sur le plan technique, sur le plan qualité de jeu, habilité dans le jeu, justesse dans le jeu, ça reste, c'est confirmé. Donc ça s'est joué, peut-être le Mouloudia et le dessus, ils ont été en surnombre dans les zones sensibles. Ils ont créé cette supériorité dans les zones sensibles. C'est là qu'ils ont réussi. Et deuxièmement, ils ont réussi à bloquer cette transmission, cette transition du milieu de terrain vers les attaquants de Paradou. Donc ils ont privé les attaquants de Paradou de ballon. C'est ça où ils ont réussi. Et aussi, il y a l'expérience et le métier de ces joueurs qui ont fait la différence. En tout cas, moi tout à l'heure, j'étais à la rédaction avec un collègue de journal télévisé de 19h. Il m'avait dit que c'était très agréable. Il était très content. Et c'est toujours un moment agréable de regarder, de voir jouer l'équipe du Paradou avec n'importe quelle équipe, parce que là, on sent que les autres équipes font beaucoup d'efforts pour un petit peu être au même niveau. Voilà. Et oui, et on avait dit hier que ça allait à 200 à l'heure pratiquement. Allez, faute de temps, dommage, on aurait aimé en discuter encore un petit peu plus. On va aller voir les résultats complets, le classement et le programme du week-end prochain avant de passer à la Ligue 2, puisque Wassila Batiche a également beaucoup de choses à nous dire sur cette Ligue 2. Allez, on rappelle également qu'il y a un petit changement dans le programme que vous venez de voir, puisque 3 matchs ont été décalés à une date ultérieure, puisque le match qui devait opposer l'USMA d'Alger au Nasser Hussinda a été reporté au 15 janvier prochain. CS Constantine Cap Borj Bouarerj également au 15 janvier prochain. Et enfin, MC Oran, GS Saoura le 22 janvier en raison, vous le savez, de la participation du Nasser Hussinda, CS Constantine et GS Saoura aux Coupes continentales. Allez, sans trop nous attarder, on passe à la deuxième ligue, la Ligue 2 professionnelle. Lui, s'est passé là aussi plein de belles choses, et où le leader a chuté lors de cette reprise du championnat et cette 16e journée. On voit tout ça juste après le jingle en compagnie de Wassila Batiche. Allez, Wassila Batiche, c'est à vous. Et oui, vous l'avez dit tout à l'heure, la reprise aussi du championnat de national de Ligue de Mobilis. Donc, elle a été moins bénéfique pour le leader de l'ASO Schleff, battu à Oran, une défaite donc, qui permet à son dauphin, le MC L'Alma, vainqueur face au Saïda 2-0, donc de s'installer en tête du classement. Allez, nous allons commencer donc par le premier match. Cette équipe, donc l'ASO avec l'ASMO, premier match de Ligue 2, donc battu, l'équipe de l'ASO Schleff a été battue par l'équipe de l'ASMO, pardon, sur le score de 2-0, donc 1-0 signé Benchir à la 68e minute de jeu. Monsieur Touzi Djilali.
Oui, c'est un derby de l'Ouest, connaissant la rivalité entre les deux clubs. Donc c'était un match indécis. Il y a eu de la pression dans ce match. Écoutez, l'ASMO avait besoin de points, donc il devait de gagner ce match. Et aussi, l'ASO, c'est le leader incontestable de cette Ligue 2. Donc là où ils vont, ils sont attendus et chaque équipe voudrait les battre. Et donc peut-être, je pense qu'il y a eu beaucoup plus de volonté et beaucoup plus de détermination du côté de l'ASMO. Ils ont réussi à marquer un but et à gagner ce match. Allez, on passe à la deuxième rencontre avec cette rencontre qui a regroupé l'équipe du RC Relizane face à la GSM Béjaïa, donc qui s'est achevée 1-0, un but signé Drag. Donc il s'est passé beaucoup de choses aussi lors de cette rencontre. Plutôt un carton jaune pour Drag suite à... il était tellement content après avoir inscrit ce but, il voulait vraiment faire plaisir à son équipe. Il a reçu un carton jaune et le deuxième, c'était une petite faute, voilà. Une petite faute avec le ballon, donc il a reçu le carton jaune et son compagnon, son compatriote, deuxième gardien assis sur le banc de touche, contestation. Donc Larivi, il a reçu aussi donc 2 cartons rouges lors de cette rencontre, Ahmed Larivi. Oui, c'est vrai que Relizane a bien négocié le match parce qu'en face, il y avait une équipe de GSM Béjaïa très bien organisée, bien préparée. Dommage parce que la GSM Béjaïa, après sa qualification en Coupe d'Algérie, a espéré aller très loin. Malheureusement, elle est tombée sur une équipe de RC Relizane qui était vraiment tenace. Elle a cru en cette victoire. Et puis, vous savez, cette victoire de Relizane contre l'équipe de Béjaïa relance Relizane parce qu'il reste encore 14 matchs. C'est négociable, c'est jouable. Allez, je passe maintenant à cette troisième rencontre, une rencontre entre le NC Magra et l'USM El Harrach. Vous allez rester avec moi Touzi tout à l'heure pour parler de cette rencontre. Il a connu le sifflement de 4 pénaltys, dont 3 pour les locaux. Donc le Nejm Magra a raté son premier pénalty. Par la suite, Hamiti a inscrit le deuxième et troisième but à la 63e et 78e minute de jeu. Et c'est Medden de l'USM El Harrach qui a ouvert le score à la 58e minute de jeu. Et puis Aoued qui égalise à la 71e minute. Donc, un précieux point, Monsieur Touzi, à l'extérieur, peut être, pourquoi pas, ce point gagné pourrait être celui du déclic en vue d'assurer le maintien en Ligue 2. Écoutez, le déclic a été déjà fait auparavant en se qualifiant. Ça confirme. Oui, voilà. Ça confirme le dynamique de bons résultats ces derniers temps de l'USM El Harrach qui revient fort. Je pense qu'il y a prise de conscience dans ce club. Les gens se sont mis les querelles de côté. Donc il y a une mobilisation générale et tout le monde travaille dans le même sens, c'est de sauver ce club de la relégation. Et croyez-moi, c'est pas facile de ramener un point de Magra, cette équipe qui n'a pas perdu tout au long de la phase aller chez elle. Donc elle perd 2 points à domicile. Le Harrach revient avec un point qui peut être déterminant pour la suite. Et je vais un petit peu inviter nos chers téléspectateurs de suivre avec nous ce résumé. Donc le MC L'Alma, vainqueur du MC Saïda 2-0, vient de s'installer en tête du classement. Résumé de cette rencontre avec notre collègue et ami de Constantine, Smaïl Belqaïdia. En raison du huis clos imposé au stade Msaoud Zeggar. En première mi-temps, une seule action permettra au Mouloudia de l'Alma de trouver le chemin défilé grâce à une tête de Berbesh à la 39e minute de jeu. En seconde période, le pressing des Ulmi donnera ses fruits. Après cette faute sur Gnina, l'arbitre siffle penalty. Kefi met le ballon sur le point et exécute la sentence et permet à son équipe de marquer le deuxième but et de prendre la tête du classement. Voilà donc pour ce sujet de Smaïl Belqaïdia. On continue aussi la batiche avec les 3 autres matchs de cette 16e journée de Ligue 2. Et là, nous allons voir un petit peu les images de cette rencontre qu'il y a entre l'ESM Mostaganem et la GSM Skikda qui s'est achevée en faveur de la GSM Skikda. Donc, classée dans la moitié du tableau, a été principal bénéficiaire de cette journée en allant s'imposer sur le terrain de l'Espérance de Mostaganem sur le score de 1-0. Une victoire aussi bénéfique pour les Skikdi qui s'éloignent tout doucement de la zone rouge des relégables. Donc le premier et unique but a été enregistré par Khneb à la 39e minute de jeu en première mi-temps, M. Touzi.
En football, dominer n'est pas gagné. Je pense que l'équipe de Mousserine m'a dominé les débats, mais l'efficacité était du côté de Skikda. Je pense que l'expérience des joueurs de Skikda ont fait la différence dans cette rencontre. Et aussi, à cette rencontre, le score était à 0-0 entre cette grande équipe, ce club formateur, le RC Kouba, n'a pu, comment dirais-je, n'a pas saisi cette opportunité de recevoir Monsieur Laribi sur le terrain. La formation de ML Boussaada, la rencontre s'est achevée sur un nul, 0 partout donc, un résultat qui n'arrange pas les deux formations. Oui, je pense que ce résultat arrange d'abord la Boussaada parce qu'elle est partie chez elle avec un point dans sa valise. Et puis, Kouba n'a pas su profiter du changement d'entraîneur de cette équipe de Boussaada. Et puis, Kouba traîne la patte, n'arrive pas à sortir de la zone rouge. Ça devient inquiétant pour cette deuxième phase de la phase retour. C'est très compliqué. Je pense que l'RC Kouba aura beaucoup de complications pour espérer sortir de la zone rouge. Et le RC Kouba qui reste avant-dernier du classement général de Ligue 2. Alors la dernière rencontre que nous vous proposons ce soir en images, toujours en Ligue 2, c'est cette rencontre qui a regroupé le Wydad de Tlemcen face à l'USM Blida. Donc c'est le Wydad qui clôture cette journée par une belle victoire acquise devant la lanterne rouge de l'USM Blida qui va de plus en plus mal. Les hommes de Fouad Bourli, donc il a leur apporté, c'était pratiquement, c'est ce qu'il leur fallait. Le Wydad de Tlemcen, quand on dit le Wlid Bled, a attendu longtemps pour marquer le premier but. Et c'est Ben Chlifa qui ouvre la marque, puis Saïdi à la 22e minute de jeu. Messaoud rajoute le 3e à la 56e minute en deuxième période. Puis Keboub sauve l'honneur de son équipe et inscrit le seul et unique but de la rencontre. Donc face à cette équipe du Wydad de Tlemcen. Donc Monsieur Touzi, cette victoire permet aux Wydadi d'entrevoir l'avenir de leur équipe et de se concentrer encore plus sur leur principal objectif. Oui, qui reste l'accession. Donc cette équipe y croit, elle s'accroche, elle est sur le podium. Donc ils ont toutes les possibilités, ils ont toutes les capacités pour pouvoir accéder. C'est une équipe qui ne lâche rien à domicile. Je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Ils peuvent prétendre à une place au podium et pourquoi pas accéder en Ligue 1 pour cette grande équipe qui est le Watt. Pour le Blida, je pense qu'ils sont en train de penser à la saison prochaine. Et pour terminer en information, nous allons juste donner le résultat. L'équipe de l'USM Al-Naba s'est imposée sur l'US Biskra sur le score de 1-0. Un but signé El Roumari à la 35e minute de jeu. Donc on s'excuse, nous n'avons pas les images ce soir. Et là, je vous invite à suivre avec nous le résultat, le classement et les prochaines rencontres de la Ligue 2. Donc des rencontres très très intéressantes cette semaine avec cette division. Monsieur Francisco Alexandre Chalot, est-ce que vous suivez de très près cette catégorie, cette Ligue 2 de championnat? Oui, chaque fois qu'il y a des opportunités, je regarde. Vous allez dans les stades chez nous? C'est très difficile parce que parfois n'est pas facile. Je ne sais pas pourquoi. Par rapport à votre programme? Non, par rapport à notre programme. Même quand je veux quelques invitations pour regarder quelques matchs, même de Première Ligue, ce n'est pas facile. Donc, parfois, il faut remarquer ça. Mais je pense que la Ligue 2, je regarde aussi les matchs d'espoir, de notre espoir, de notre équipe. Ça, il me donne aussi le temps libre pour regarder, pour avoir toutes les opportunités pour regarder. Mais je regarde surtout dans la télévision quand il y a des matchs comme ça, parce qu'il y a des qualités aussi dans la deuxième ligue.
Allez, juste avant de terminer, Touzi Djilali, très rapidement, je sais que vous voulez poser une dernière question à monsieur Tchalo qui est avec nous, avant de terminer cette émission très rapidement. C'est pas tous les jours qu'on a. C'est pas tous les jours qu'on a monsieur ouais. Tchalo, oui, exactement. Donc, monsieur. Si vous voulez, je viens ici tout. Il vient ici toutes les semaines, voilà, merci. Merci. Bon, le constat qu'on a fait, c'est que tout le monde sait que cette équipe du Paradou, elle est attractive. Elle pratique de beaux jeux, maîtrise technique individuelle, collectif, agilité technique. D'après vous, qu'est-ce qui manque à cette équipe pour qu'elle domine le championnat algérien? Et c'est une question un peu plus pareille que Madame Peut-être c'est un peu spécifique. Mais c'est un peu plus spécifique. Je pense qu'il y a des choses que... Nous sommes ici à une heure plus ou moins. 22 heures, on va dire 22 non, heures. Ici, maintenant, le programme. Le programme, on va dire 22 Vous heures. avez fait les commentaires de plusieurs matchs. Et vous savez combien de fois vous avez parlé un mot? Oui. Beaucoup de fois. Le mot, c'est dire expérience. On va dire, cette équipe, c'est plus expérience, c'est plus... Donc, il commence pour ça. Ouais. Après, il y a un autre problème que je pense pour arriver. Je suis un peu amusant pour répondre, mais je parle un peu amusant, mais sérieux. Le plus important pour moi, pour arriver au point de développer l'équipe, c'est aussi ne pas seulement regarder les choses, compléter les groupes avec des joueurs qui donnent de l'expérience, mais aussi qui le manquent, parce que parfois c'est comme la naissance. Parfois il y a des académies de joueurs, mais parfois il y a des positions qui sont un peu plus faibles, qu'il manque recruter, faire le recrutement d'or pour compléter le groupe. Et après, il y a une autre chose, il faut avoir une mentalité d'exigence aussi pour vaincre. Il faut habituer à vaincre. Il faut aussi avoir l'exigence de vaincre, de gagner. Vous comprenez? Parfois, il manque un peu les choses qu'il faut gagner, et n'est pas suffisant le moyen. Il faut gagner. Allez, merci à vous, monsieur Tchalo. Merci à toute l'équipe technique. N'oubliez pas que si vous voulez voir ou revoir les émissions de Canal Algérie et bien sûr Canal Foot, les adresses qui s'affichent au bas de votre écran, la page Facebook, la page YouTube et bien sûr le www.dz pour voir les programmes de la télévision. Monsieur Tchalo, merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation et on vous souhaite bon courage avec l'équipe du Paradou. Merci, je vous remercie. Je peux donner seulement un mot. Allez-y, un mot. Très rapide. Expérience. Non, n'est pas seulement ça. Je veux dire que je vous félicite pour votre programme et surtout pour ne pas parler d'arbitrage. Et c'est pour ça que moi-même n'ai pas parlé de le cas du penalty d'hier. Merci beaucoup à vous. Merci donc à monsieur Tchalo, merci à mes consultants Wassila Batiche, merci à Ahmed Laribi, Touzi Djilali, Wassila Batiche. Ah oui, bah, je voudrais juste vous remercier. Merci beaucoup. Ça a été très très sympa. Et je suis très contente de ton retour. Merci beaucoup. Ça nous a beaucoup manqué. Et je voudrais féliciter toute la famille Chaïb de Hidra après le mariage, pour le mariage de son fils Saad El Malek. On lui souhaite tout le bonheur du monde. Mabarak Alek, Ahmed Laribi, très vite. Un petit coucou à mon ami et frère Boussadi Mbar qui a joué avec moi au CRB. Et à sa fille qui a eu la naissance d'un poupon qui s'appelle Adam. Donc longue vie au bébé et prompt rétablissement à la maman. Mabrouk alayhom tout le monde. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Merci à toute l'équipe technique du Studio 2 d'avoir veillé à la retransmission de ce numéro de l'émission Canal Foot. À leur tête, Ahmed Ben Batouche, la réalisatrice, Youssef Saad, le régisseur, Stoul, Menou et tous les autres que j'ai oubliés. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Prochain rendez-vous sport ce lundi, 16h50 avec Mortal Hamani, 52 chronos. Jusque-là, ciao, bonsoir. Bye.